Oui, donc je vais vous proposer quelques réflexions et quelques interrogations concernant cette journée de résistance à l'égalité des sexes dans le système éducatif. À l'Éducation nationale, on est très préoccupé par les inégalités sociales d'éducation, et c'est tout à fait justifié. Ce qui l'est beaucoup moins, en revanche, c'est que l'on y est très peu préoccupé par les inégalités sexuées d'éducation. Il faut rappeler que l'introduction de la mixité s'est faite très tardivement. C'est la loi Habille, en 1975-16, qui met l'obligation de la mixité. Nous y reviendrons d'ailleurs. Et depuis cette introduction, on sait que les filles réussissent souvent mieux que les garçons à l'école. Mais je rappelle qu'il y a quand même aussi des garçons qui réussissent et des filles qui échouent. On n'en parle pas souvent. Mais cette meilleure réussite constatée dans les statistiques fait qu'on en arriverait presque à croire que, contrairement aux autres domaines de la société, l'égalité des sexes est atteinte à l'école et qu'il n'y a plus de problème pour les filles. Et bien, si tant est qu'il y aurait un problème, il concernerait plutôt les garçons. Je rappelle ce titre du monde de l'éducation, « Il faut sauver les garçons ». Et pourtant, quand la recherche se penche d'une part sur les orientations scolaires et d'autre part sur la socialisation scolaire, elle découvre des inégalités fortes entre filles et garçons, et pas systématiquement au détriment des garçons, comme on a tendance à le croire parfois. Les responsables du système scolaire le savent bien, puisqu'ils publient régulièrement des textes qui enjoignent aux acteurs et actrices du système scolaire de se préoccuper de l'égalité des sexes, c'est-à-dire d'y éduquer leurs filles, leurs élèves, filles et garçons. Car la mixité, quand elle existe, il faut encore rappeler qu'il existe encore des filières non mixtes dans le système scolaire, cette mixité, c'est une coexistence plutôt qu'une coéducation. La mixité, en effet, n'assure pas d'elle-même l'égalité des sexes. Si elle est la condition nécessaire de cette égalité, elle n'en est pas pour autant la condition suffisante. Car l'égalité des sexes ne va pas de soi, elle est à faire, elle est à construire dans le système scolaire comme ailleurs, et c'est pourquoi elle suppose une éducation à l'égalité chez les enfants et les élèves jeunes. Le dernier texte officiel, Convention pour l'égalité entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, c'est comme ça. Les femmes et les hommes, pardon. Dans le système éducatif, a été publié au bulletin officiel en février 2007. Je cite. « Aujourd'hui, les femmes poursuivent des scolarités jusqu'au plus haut niveau de formation. Elles représentent près de la moitié de la population active et accèdent à des métiers et des niveaux hiérarchiques longtemps réservés aux hommes. Toutefois, force est de constater la persistance de difficultés rencontrées par les femmes dans leur trajectoire professionnelle. » Et là, suit une énumération sur laquelle je ne vais pas revenir, car elle traite exactement les questions que nous avons traitées la semaine dernière sur les thématiques du travail et de l'emploi. Mais je continue. On revient au système scolaire. En amont, au niveau des projets et des choix professionnels, on observe que des filières fortement sexuées se maintiennent. En définitive, elles ne permettent pas plus aux garçons qu'aux filles d'effectuer un véritable choix. En effet, si pour certaines filles privilégiées, la mixité peut bien s'analyser comme un réel progrès dans l'acquisition de diplômes qui leur donnent des armes pour conquérir des emplois et par là plus de liberté et d'égalité, beaucoup d'autres filles dans d'autres milieux sociaux ne peuvent pas disposer de ces armes, que l'école ne leur fournit pas, et c'est pourquoi elles renoncent à affronter les formes de mixité sauvages qui règnent encore dans un certain nombre d'établissements, en particulier techniques ou professionnels, ce qu'après on leur reprochera en disant qu'elles choisissent des filières étiquetées féminines sans débouché. Mais il est aussi intéressant que ce texte souligne que la diversification des choix ne concerne pas, comme on le croit souvent là encore, seulement les filles, mais aussi les garçons. Car eux aussi sont victimes de prédétermination sociale et d'effets d'étiquetage qui ne leur laissent guère de choix véritables. Mais il faut aller plus loin. En amont, il n'y a pas seulement les processus d'orientation évoqués par ce texte. Plus en amont encore, la recherche en sciences de l'éducation a montré que la socialisation et les apprentissages scolaires eux-mêmes sont producteurs d'inégalités de sexe
et que le système scolaire n'est en définitive pas plus égalitaire que les autres champs du social, non seulement la famille, auquel on renvoie souvent, mais le travail et la politique, non seulement, mais aussi, comme on le verra dans les prochaines séances, le sport et le monde intellectuel, la culture. Et on a pu montrer que cette inégalité est produite dans le système scolaire lui-même par les pratiques des personnels et aussi dans les programmes scolaires où les femmes tiennent souvent une place très secondaire quand elles ne sont pas complètement invisibles. Mais dans l'éducation nationale, ces recherches sont peu diffusées et peu connues. Pour autant, cette convention interministérielle, comme la précédente d'ailleurs, datant de 2000, est un bon texte. Elle prend en compte certains acquis de recherche. Elle aborde nombre de domaines du champ éducatif où la production de ces inégalités a été mise en évidence, outre l'orientation, les programmes, les pratiques des personnels, leur formation, et elle affirme que l'éducation à la citoyenneté doit inclure l'éducation à l'égalité des sexes des élèves, aussi bien pour les garçons que pour les filles, car il faut cesser de croire que les inégalités sont le problème des filles. Pourquoi alors ces textes sont-ils si peu appliqués ? Pourquoi ces textes sont-ils même si peu connus des personnels ? Sans doute, au point de vue politique, on n'en est plus au stade de la société où les différences étaient prises en compte comme fondement d'un ordre politique et social. Aujourd'hui, c'est le principe de l'égalité formelle qui domine le monde politique français et son modèle. Et le sexe a rejoint l'ensemble des autres déterminations sociales pour la mise en œuvre du principe juridique de l'égalité formelle, puisqu'il n'est plus une raison pour priver les femmes de leurs droits, en particulier du droit de vote. Il n'y a pas si longtemps, cependant. La mixité scolaire est la concrétisation à l'école de ce principe d'égalité formelle, comme droit égal d'accès de toutes et tous à tous les savoirs. Mais aussi, elle s'y est traduite par le principe de laïcité, qui prescrit de ne pas faire de différence entre les élèves et de faire abstraction de toutes les différences sociales, y compris le sexe. Mais le principe de l'égalité des sexes n'est qu'un principe dans le droit français, mais aussi d'ailleurs, finalement, dans le droit européen, où on parle aussi, le plus souvent, d'égalité des chances. Autrement dit, du point de vue du droit, une chose est l'affirmation d'un principe d'égalité des sexes, autre chose serait l'affirmation d'un droit à l'égalité entre femmes et hommes, entre filles et garçons, qui supposerait sa mise en œuvre concrète dans tous les domaines de la société. C'est pourquoi, malgré ce principe d'égalité formelle, des rapports sociaux de sexe inégaux organisent toujours l'ensemble des champs du social, y compris le champ scolaire. Et ils occultent toute réflexion sur les conditions de réalisation d'une égalité effective, dans ce champ peut-être encore plus que dans les autres, où l'on a tendance à préférer parler de différence plutôt que d'inégalité, ce qui est une manière d'occulter ces inégalités. On pourrait dire que les résistances à l'égalité des sexes y sont d'autant plus fortes qu'elles y sont plus occultées. D'où les questions qu'on va se poser cet après-midi. Le pouvoir politique ne se dédouane-t-il pas en publiant des textes dont il sait qu'ils auront peu d'application concrète ? Comme entre les deux guerres, l'Assemblée nationale votait le droit de vote des femmes parce que les députés savaient que la loi serait ensuite repoussée au Sénat. Pourtant, ces textes existent. D'où vient qu'ils ne sont pas appliqués ? Pourquoi les personnels de l'éducation nationale ne s'en emparent-ils pas ? Est-ce seulement qu'ils ne les connaissent pas ? Y a-t-il des résistances à cette application? Et si oui, d'où viennent-elles? Qui résiste? La haute fonction publique, administration centrale, recteurs et rectrices, inspecteurs et inspectrices généraux et pédagogiques, les formateurs, formatrices des IUFM, les chefs et chefs d'établissement, les enseignants, les enseignantes à tous les niveaux de l'enseignement. Par exemple, on parle beaucoup de professionnalité enseignante depuis quelques années. Une minorité d'enseignants et d'enseignantes très actives considère bien que l'éducation à l'égalité des sexes fait partie de cette professionnalité. Et elles et ils font des choses très intéressantes en ce sens. Pourquoi la plupart des autres ne voient-ils pas les choses de cette façon ?
Et ne peut-on pas dire la même chose des autres corps de l'éducation nationale? Les conseillères, conseillers d'éducation, les conseillères, conseillers d'orientation psychologue, les infirmières, je dis plutôt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmiers scolaires, les assistantes, les assistants sociaux qui sont dans les établissements scolaires. Un autre élément de résistance qui se trouve aussi dans le langage. Beaucoup résistent à la féminisation des noms de métiers et de fonctions. Quand on est directrice d'école maternelle, on est directrice. Mais quand on est directrice d'un IUFM, on souhaite être directeur. Un exemple parmi tant d'autres. Le Conseil régional a publié une très belle brochure sur son action pour les lycées de la région. Et en effet, le Conseil régional fait beaucoup de choses pour les lycées de la région. Mais la brochure s'intitule « Guide des lycéens ». Quand en viendra-t-on à ne pas oublier les lycéennes et à cesser de dire que le masculin l'emporte sur le féminin? Pourquoi ne pas écrire lycéens et lycéennes, ou mieux encore d'ailleurs par ordre alphabétique, lycéennes et lycéens? Qui résiste donc? Mais aussi comment se manifestent ces résistances? Telles sont les questions auxquelles nos participantes et participants des tables rondes de cet après-midi vont être invités à répondre. Qui résiste donc, mais aussi comment se manifestent ces résistances? Telles sont les questions auxquelles ils devront répondre. Madame Gontier, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est empêchée, qui va être remplacée par une autre personne, elle aussi membre du conseil d'orientation de l'Institut Émilie du Châtelet, à savoir Nicole Savet. Donc, je présenterai la deuxième, je pense que Michel Boson présentera la deuxième table ronde. Le thème de la première table ronde, qui réunira des actrices de tous les niveaux du système éducatif, se fera autour de la question « Où rencontre-t-on des verrous de résistance dans l'éducation nationale ?» Et cette table ronde va être présentée par Madame Savet, justement. Donc, je demande aux personnes qui doivent participer à cette table ronde de venir s'asseoir ici. Moi-même, j'animerai cette table ronde et elle sera présidée par Nicole Savet. Alors, pendant que les personnes s'installent, je rappelle que Nicole Savet est professeure d'histoire-géographie, membre donc du conseil d'orientation, c'est à ce titre qu'elle est là, mais elle est aussi membre du conseil d'administration de la Maison des femmes de Paris et de celle de Montreuil, et elle est aussi, elle est aussi membre de la Marche mondiale des femmes. Voilà, donc elle va vous présenter les personnes participantes de la table ronde et c'est elle qui fera la gardienne du temps. Pour ma part, je poserai les questions qui vont être successivement posées à nos participantes. Pour commencer cette table ronde, nous allons avoir une intervention de Marie-Noëlle Lemoine, qui est responsable syndical, professeur des écoles et qui est responsable de la commission femmes du syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles et qui donc à ce titre a participé à des publications du SNIUPP, en particulier sur filles et garçons à l'école et sur contre les discriminations. Ensuite, Marie-Noëlle Lemoine est à ma gauche, après Nicole Mosconi. Voilà, j'essaye de situer les personnes. Puis ensuite, c'est Marie-Ange Henry qui prendra la parole. Elle est proviseure du lycée Jules Ferry et elle est secrétaire académique du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale et qui regroupe plus de 50% des proviseurs, avec un E et sans E, des principaux
principaux, il faut dire principales, je ne sais pas, madame, et de leurs adjoints, voilà, et qui donc, à ce titre, participent à beaucoup d'actions par rapport au, comment dire, à l'égalité à l'école, et qui est aussi membre du conseil d'orientation de l'Institut Émilie du Châtelet. Puis ensuite, cette fois-ci à ma gauche, Véronique Slovalek-Chauveau, qui est professeure de mathématiques au lycée Camille C et qui est vice-présidente de l'association Femmes et Mathématiques, mais qui est aussi membre du conseil d'administration de Femmes et Sciences, voilà, et qui à ce titre aussi parlera des inégalités. Et puis, toujours à ma gauche, tout près de moi, Fanny Forgeot, qui est post-doctorante et qui travaille au laboratoire Printemps de l'université, enfin, dépend du CNRS, de l'université de Versailles-Saint-Quentin, et qui a soutenu une thèse sous la direction de Jacqueline Hénin par rapport à une comparaison entre la France et la Norvège dans les politiques justement d'égalité homme-femme. Je lui ai demandé, c'est bien homme-femme qu'on dit en l'occurrence, hein, et qui a vu par rapport à ces politiques leur impact sur les rapports sociaux de sexe. Elle a également été chargée d'études pour la mise en œuvre de la Convention Égalité des chances, puisqu'elle était appelée ainsi, de l'éducation nationale, dont Jacqueline Hénin était responsable à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà les personnes qui vont donc répondre. Alors je crois qu'elles vont avoir pour répondre à chacune des questions que Nicole Mosconi va leur poser. Il y a donc 3 questions. Elles auront chaque fois 5 minutes pour répondre. Et donc, je serai obligée, c'est le rôle qu'on m'a confié, de les interrompre au bout de ces 5 minutes. Pouvez-vous situer dans quel cadre vos fonctions vous amènent à avoir des responsabilités particulières concernant l'égalité des sexes dans le système éducatif ? Alors moi, ma responsabilité est très grande puisque je suis professeure des écoles et donc mon public, ce sont des enfants. Alors, je ne vais pas parler pour moi, je vais parler pour tout le primaire. Donc, des enfants de 3 ans à 10 ans sont en face de nous tous les jours. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer une véritable éducation à l'égalité des sexes. Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure Nicole Mosconi, la loi Abi a rendu, en 1975, a rendu la mixité obligatoire. Mais celle-ci n'a été érigée en principe égalitaire qu'en 1982. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait déjà eu des études dans les années 70 qui ont démontré que la mixité ne donnait pas du tout les attentes qu'on y avait mis, c'est-à-dire que les filles n'arrivaient pas du tout à être à égalité avec les hommes dans le système, dans le milieu professionnel. Et puis, il y a eu de nouvelles études, bien sûr, dans les années 80, qui ont aussi démontré que la mixité ne progressait pas. On ne progressait pas dans l'égalité homme-femme, alors que l'école était mixte. Maintenant, elle est depuis 30 ans et nous y sommes toujours pas. Alors, je me suis demandé pourquoi. Évidemment, l'école transmet les valeurs de la société. Cette dernière étant profondément sexiste, l'école n'y échappe pas et transmet aussi des valeurs sexistes. Donc à l'école, je pense qu'il faut vraiment travailler sur 3 points. Le premier point, c'est la gestion de la mixité par elle-même. Quand les classes ont été mixtes, on n'a absolument pas réfléchi à la mixité comme un outil d'arriver à l'égalité. On pensait que l'école, tout simplement, grâce à la coéducation, en les mettant sur le même banc, on pensait qu'on arriverait à une égalité. Et en fait, absolument pas. Il faut que cette mixité soit absolument pensée, puisque c'est exactement le contraire qui se passe. On ne surveille pas ce que l'on dit, donc on transmet très facilement tous les stéréotypes sexistes qui existent, on les transmet et on les véhicule. Donc, je veux aussi, dans cette partie, parler de la nouvelle directive qui a été votée il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, un mois, qui permet désormais de séparer filles et garçons à certains cours.
Donc plutôt que de permettre une réelle égalité, je pense qu'elle permet au moins une économie de réflexion sur que voulons-nous faire de la mixité et comment devons-nous nous y prendre pour que mixité rime réellement avec égalité. Cette mixité, nous arrivons en fait à ce que nous ne voulions surtout pas, c'est-à-dire que cette loi fait partie de directives européennes, tout simplement parce qu'il y avait des études québécoises, des études allemandes qui ont montré qu'effectivement, la mixité, bien au contraire, au lieu de nous faire progresser, permettait surtout à renforcer des stéréotypes et des clichés sexistes. Donc, quand en classe, quand on arrive, comment gère-t-on, comment les enseignants gèrent-ils la mixité? Alors dans des classes, la plupart du temps, comme cette mixité n'est absolument pas réfléchie, très souvent, par exemple pour pacifier une classe, on installe une fille et un garçon à chaque table, et ce n'est absolument pas par souci d'égalité, c'est bien sûr tout simplement pour pacifier cette classe. Donc les filles, elles deviennent une fois de plus celles qui rendent service à la communauté, elles le prennent ainsi, elles savent et elles sont valorisées comme telles. Donc il faut absolument faire attention en classe à ne pas valoriser une tâche particulière pour les filles et une autre pour les garçons. Il y a plein d'outils en classe qui devraient améliorer cela, des outils relativement bêtes, par exemple les tableaux de responsabilité, qui beaucoup d'enseignants le font maintenant dans leur classe, mais quand même les filles sont tout de suite beaucoup plus aidantes et prennent des rôles de aidantes dans la classe. Alors, il faut aussi surveiller beaucoup de choses. Il faut surveiller les tours de parole et les encouragements, puisqu'on sait aussi qu'ils sont discriminatoires. Hein. Il faut préférer un ordre défini par avance. Une fille et un garçon, par exemple, si le groupe, la classe, les nombres sont identiques, ou alphabétique pour les tours de parole, mais surtout pas une technique pseudo-aléatoire qui favorise toujours les plus bruyants ou les plus visibles, c'est-à-dire les garçons. Il y a aussi la surveillance de la cour de récréation qui est très importante. Il faut veiller aussi aux supports sur lesquels on fait travailler. Encore aujourd'hui, les supports, c'est pareil, ça fait 30 ans qu'on le dit. Mais les manuels pédagogiques, les manuels de français, les albums sur lesquels on travaille, même les énoncés de mathématiques, mais je pense que Mme Chauveau en parlera plus que moi, sont encore sexistes et on arrive... moi qui ai une grille de lecture critique par rapport à ça, je peux vous dire que le sexisme c'est dans pratiquement tous les manuels, dans tous les textes. Si on ne fait pas un débriefing aux élèves, forcément qu'on renforce des stéréotypes. Mais c'est obligé. Et la dernière chose sur laquelle on devrait travailler, bien sûr, c'est sur la hiérarchie de l'éducation nationale. Les ATSEM et les dames de service sont toujours des femmes, les enseignantes en primaire sont presque toujours des femmes, les directeurs autrices sont un peu plus souvent des hommes, les inspecteurs de l'éducation nationale sont pour la moitié des hommes, et ainsi de suite, jusqu'à notre ministre qui, lui, est toujours un homme. Donc sur ce point-là, il faudrait aussi qu'on travaille. Mais... Dans nos fonctions, comment sommes-nous amenés à réagir et à agir? Pour ce qui me concerne, j'aborderai les deux fonctions qui sont les miennes, puisqu'on vous a dit que j'étais à la fois chef d'établissement et responsable syndical. En tant que chef d'établissement, il a été dit effectivement tout à l'heure que notre institution, le ministère, n'était pas avare de circulaires volontariste et prônant l'égalité en toutes circonstances. Ces circulaires, il faut les appliquer. Elles ne sont pas évaluées. Nous n'avons pas à rendre de comptes chiffrés. Nous n'avons pas à évaluer la situation dans laquelle se trouvent les filles et les garçons dans leur orientation. Mais il nous est demandé évidemment de poursuivre des objectifs. Alors, cette politique volontariste, c'est à nous de la voir à la tête des établissements. C'est à nous, évidemment, avec un certain nombre de partenaires que je ne vais pas citer maintenant. Par exemple, comment diriger les filles vers les filières scientifiques? Pour diriger les filles vers les filières scientifiques, il faut que nous ayons des aspects dans nos projets d'établissement qui soient des aspects volontaristes, réservés. Par exemple, je sais que dans les classes préparatoires scientifiques, des collègues, dans le recrutement des filières sélectives, recrutent de façon paritaire des garçons et des filles volontairement. Nous incitons les filles en fin de troisième à choisir
une option de détermination qui pourra les conduire vers les premières S. Mais c'est une incitation. Il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Donc notre incitation aussi à participer aux manifestations culturelles qui sont organisées par l'institution. Je pense à la fête de la science, par exemple. Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas contraignante. Les chefs d'établissement sont autonomes, mais en même temps, ils sont mobilisés pour la plupart dans ce domaine. Je dirais que sont surtout mobilisés les proviseurs plutôt que les proviseurs, car pour vous donner une idée quand même de la répartition, vous avez en région Île-de-France globalement 50% de chefs d'établissement féminins, 50% de chefs d'établissement masculins. Cette proportion diminue au fur et à mesure que nous nous éloignons de l'Île-de-France. Les femmes sont surtout adjointes et les hommes sont surtout chefs. De sorte qu'il est un petit peu moins mobilisateur pour eux d'imaginer donc... alors j'ai parlé des filières scientifiques, je peux aussi parler, comme l'a dit Madame la vice-présidente, des filières industrielles dans l'enseignement professionnel. Et évidemment, comme nous sommes à Paris, nous avons des filières particulières dans la mode où nous ne trouvons que des filles. Même si les grands couturiers sont souvent des hommes. On nous dit ça, les grands couturiers sont des hommes et les grands maîtres-queux, les grands cuisiniers sont des hommes. Voilà. L'autre fonction est une fonction syndicale et je répondrai volontiers aux questions, mais je voudrais m'arrêter sur quelque chose qui nous a beaucoup occupés. Quand on a vu apparaître les communautarismes dans les années 80, nous avons été tout à fait mobilisés sur l'inégalité qui là faisait jour entre les garçons et les filles. Les signes ostensibles religieux étaient pour nous un véritable problème par rapport à la mixité, par rapport à l'égalité. Donc nous avons apostrophé le ministre de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin, qui, pour dire la loi, c'est tout naturellement adressé au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit la loi en ces termes: les signes ostensibles sont autorisés à condition qu'ils ne soient pas générateurs de désordre. Vous imaginez les conséquences que cela a eu sur le système éducatif, car c'était au chef d'établissement d'évaluer le désordre ou le non-désordre. Ce qui a donné une situation absolument inégalitaire dans l'enseignement, puisqu'il y avait des lycées avec et des lycées sans, et à l'intérieur des lycées, vous aviez des classes avec ou des classes sans, c'est-à-dire des professeurs refusant, etc. Ce qui a donné, pendant plus de 10 ans, une situation parfaitement inégalitaire. C'est la raison pour laquelle notre organisation syndicale a demandé en 2000-2001 de donner un cadre de loi pour cette raison précise, c'est-à-dire incarner la mixité à l'école, objectif égalitaire de citoyens, d'accès aux droits et aux obligations pour tous. Beaucoup d'entre vous se souviennent certainement que cette question a transcendé tous les courants politiques et que ça a été un vaste débat dans la nation. Nous avons été auditionnés par la commission Stasi, par la commission Debré. Nous avons été reçus au Sénat, à la région Île-de-France, etc. Et la loi a été votée en 2004, interdisant tout signe ostensible religieux dans l'enseignement secondaire. La première rentrée a été un petit peu compliquée. Il y a eu quelques conseils de discipline, en particulier en Alpes et en Alsace. Et depuis, c'est quasiment un non-événement. C'est un non-événement médiatique. Cela dit, il perdure encore dans nos... Et c'est à nous d'être vigilants, et c'est une de nos fonctions, et nous le sommes. Mais il perdure encore des refus d'enseignement de biologie. Il perdure encore des refus d'enseignement d'éducation physique. Et il y a des contestations dans certains enseignements de biologie, ici ou là. Donc, notre fonction est double. Elle est, comme chef d'établissement, d'avoir des politiques volontaristes d'égalité pour l'accès aux enseignements scientifiques et professionnels, et syndicales pour que la mixité soit l'égalité. J'ajoute que nous luttons contre cette loi qui indique qu'on peut organiser aujourd'hui des enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis professeur de mathématiques. Alors, c'est fichu mathématiques qui nous valent beaucoup de stéréotypes. Donc, à ce titre-là, déjà, je devrais m'intéresser à l'égalité filles-garçons face aux mathématiques. D'autre part, mon enseignement se déroule au lycée Camille C. Alors, Camille C est le monsieur qui a fait que l'enseignement secondaire existe pour les jeunes filles depuis 1880. Et c'est à mon arrivée à Camille C que s'est produit le déclic de mon engagement associatif. Et d'autre part, donc je suis vice-présidente de l'association Femmes et Mathématiques et membre du conseil d'administration de Femmes et Sciences.
Alors, je vais dire un petit peu plus concernant les associations. Alors, en 1980, enfin dans les années 80, 1980, les écoles normales supérieures sont devenues mixtes. Et en particulier, Sèvres et Ulm sont devenues mixtes en 1986. L'association Femmes et Maths est née en 1987. Alors, mixité, jamais travaillée, et c'est passé ce que certaines prévoyaient, à savoir que depuis que les concours sont devenus mixtes, il y a très peu de filles, de femmes qui rentrent au concours en mathématiques, en physique, en informatique. Donc, alors, les mauvaises langues diront, de toute façon, Normal Sup, filles, c'était une école de moindre niveau. Donc, ce qui se passe, c'était dans la logique annoncée, c'est-à-dire que quand les femmes se retrouvent en compétition avec les hommes, en mathématiques, c'est bien connu, elles sont moins bonnes, donc elles réussissent pas le concours. Et voilà, la boucle est bouclée, on a prouvé ce qu'on voulait prouver. Donc, c'est de ce constat qu'est née l'association, avec la volonté de réfléchir à ce qui se passe dans les concours et à comment aider les jeunes femmes qui veulent faire des études de mathématiques, et puis essayer de lutter contre toutes les idées reçues qu'on peut entendre. Alors, entre 87 et 2008, il y a des choses qui ont changé, à savoir qu'il y a eu cette inquiétude pour la désaffection des jeunes pour les études scientifiques. Alors, de cette inquiétude est né beaucoup de discours volontaristes. Allez les filles, il faut aller faire des sciences, c'est bien connu, c'est de leur faute si elles y vont pas, enfin. Bon, alors ça marche dans notre sens, c'est-à-dire que du coup on trouve une certaine écoute, je pense bien meilleure que dans les années 90, des débuts de l'association. Mais c'est pas pour des raisons égalitaires, généreuses. C'est parce qu'on s'inquiète du fait que les garçons se dirigent... Alors, c'est relatif, parce qu'il y a tout un mythe autour de la désaffection des jeunes pour les études scientifiques. Il n'y a pas moins de jeunes qui vont dans les classes préparatoires aux grandes écoles, il n'y en a pas moins qui vont dans les IUT, mais il y a une désaffection des jeunes pour l'enseignement scientifique à l'université. Bon, alors après, c'est amplifié, déformé, etc. Mais en tout cas, il y a un message au niveau européen de la volonté d'augmenter le nombre de jeunes qui se dirigent vers des études scientifiques. Si les garçons veulent plus y aller, qu'est-ce qui nous reste? Les jeunes filles. Donc, allons chercher les jeunes filles. Hein. Donc là-dessus, je suis très mauvaise langue, mais je crois que c'est la réalité des choses. Alors, on en profite. D'accord. 1 minute encore, je peux? Bon. Alors, en ce qui concerne ce qui se passe dans les établissements scolaires, je pense que le professeur de mathématiques doit se sentir concerné, mais comme tous les autres enseignants, bien sûr. Je pense... Je reviendrai là-dessus. Je vais vous parler de la mise en œuvre de la convention dont Nicole Moscoli a parlé tout à l'heure. En 2001, l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, a signé cette convention qui s'appelle la Convention Égalité des chances, donc, et qui était cofinancée par l'établissement en question, par le ministère de l'Enseignement supérieur et par le Fonds social européen. Cette convention, comme le disait Madame Mosconi, s'inscrit dans la convention interministérielle pour la promotion de l'égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, et elle est parue au journal officiel en France en mars 2000. C'est Jacqueline Heinen, qui est professeure de sociologie à l'université de Versailles, qui a coordonné cette convention à l'intérieur de l'université, et moi je l'ai rejointe l'année suivante, donc en 2002. Jusqu'en 2005, ma fonction à l'intérieur d'un groupe de travail qui était animé par Jacqueline Heinen consistait à mettre en œuvre cette convention et à répondre à des objectifs qui étaient les suivants. D'abord,
Promouvoir une éducation fondée sur l'égalité des sexes, c'est-à-dire intégrer dans le cursus universitaire déjà des cours sur le genre et les rapports sociaux de sexe, et diffuser plus largement les statistiques qui étaient enfin mises à notre disposition, des statistiques sexuées et des connaissances plus générales sur ce thème. Deuxième objectif, améliorer l'orientation scolaire et professionnelle des femmes et des hommes, et enfin renforcer les outils de promotion de l'égalité auprès de tous les acteurs de l'établissement, donc pas seulement les étudiantes et les étudiants, mais aussi les personnels, enseignants, administratifs, etc. Alors, cette expérience de mise en œuvre de la Convention a été une expérience assez positive, même très positive, je dirais. La première réussite de cette initiative a été l'inscription de la Convention dans le contrat quadriennal de l'université. Et donc, par là même, l'implication d'acteurs qui dépassaient notre petit groupe de travail, donc qui dépassaient notre petit groupe de sociologues, puisqu'on est toutes sociologues. Et malgré la configuration particulière de l'université qui s'étale sur plusieurs campus, donc sur plusieurs villes des Yvelines, on a réussi à intégrer dans notre groupe de travail des enseignants de l'UFR de sciences dites dures, des enseignants aussi de plusieurs IUT, des Yvelines. On a réussi à intégrer des membres de l'Observatoire de la vie étudiante, l'OVE, des membres du service de l'orientation, le SQIO, et même, ça c'est quelque chose dont on a été très longtemps très fiers, une représentante du rectorat de Versailles. J'en reparlerai tout à l'heure. La mise en place de ce groupe de travail donc transversal et interdisciplinaire nous a permis de mettre en œuvre la Convention à l'échelle de l'université dans son entier et d'intégrer tout le monde, enfin plusieurs personnes à différents échelons. La première action a consisté à dresser un état des lieux à la fois quantitatif et qualitatif sur l'égalité des sexes à l'université. Alors on a mis en place plusieurs enquêtes pour cela. D'abord, un état des lieux concernant la présence des femmes au sein des instances de décision de l'université. Ensuite, on a mis en place une analyse synthétique de l'état des lieux chiffrés concernant les étudiants, les étudiantes, les personnels, etc. État des lieux chiffrés qui nous a été rendu possible par la mise en ligne des statistiques sexuées par le ministère. Ensuite, on a mis en place une enquête qualitative auprès des étudiantes de filières dites masculines et des étudiantes de filières dites féminines. Et enfin, on a mis en place une étude sur l'articulation des temps de vie chez les étudiantes et les étudiants, et notamment de leur impact sur l'orientation, les choix professionnels, etc. Malheureusement, cette étude précisément n'a pas donné grand-chose, puisque la deuxième convention dans laquelle elle s'inscrivait, c'est-à-dire pour la période 2005-2008, a été stoppée net quand les financements du Fonds social européen ont été stoppés. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Très brièvement, le deuxième volet de cette convention a consisté à diffuser les résultats de ces différentes recherches sous plusieurs formes. D'abord la forme d'une exposition qu'on a fait circuler dans les lycées, dans plusieurs lycées des Yvelines et d'Île-de-France, à travers des cours animés par Jacqueline Heinen et puis par la suite par moi-même en première, deuxième et troisième année de licence de sociologie. Sous la forme également d'une série de conférences et sous la forme de la mise en ligne et de l'animation d'un site internet dédié à la question de l'égalité des sexes à l'université. Voilà, on a également publié des rapports, des plaquettes, etc. qui ont été diffusés, publié quelques articles dans les journaux de l'université, voilà. Donc voilà, brièvement, en quoi a consisté ma mission pour cette Convention égalité des chances. Deuxième question sera, pouvez-vous donner l'exemple d'un cas précis où vous vous êtes heurté à des résistances à l'égalité des sexes en analysant ce cas? La résistance ne venait pas des élèves. Parce que moi, à chaque fois que j'ai fait une séance avec mes élèves sur l'égalité des sexes, ils n'ont jamais été autant attentifs et à l'écoute. Et si jamais je leur dis, j'entends... Alors, il suffit de rebondir, ils nous donnent plein de perles, alors on a tout. Alors, ah non, papa, il fait jamais la vaisselle. Ah bon? Ah bon? Et il y a d'autres enfants. Et alors là, c'est un débat, et de 5 ans à 10 ans, ça marche. Pendant une demi-heure, ils sont attentifs. Au moins, et ils parlent de qui fait la vaisselle, après le ménage, après les courses, après ça pour ça. Et on peut tout à fait les élèves encore à cet âge-là, on peut leur proposer plein de modèles. Ils refusent rarement catégoriquement un autre modèle que le leur, en fait. Le gros modèle qu'ils ont refusé, c'était
une fois en CP, on parlait des métiers et il y avait un refus catégorique pour les garçons d'être nourrices. Ça, ils ne voulaient absolument pas. Mais ils voulaient bien tout faire, infirmière, tous les métiers stéréotypés. Il n'y avait que infirmière, que nourrice qui ne voulait absolument pas faire. Donc les résistances, déjà, ce n'est pas les élèves. Sur d'autres sujets, c'est... Bon, après les maths, c'est moins... La plus grande résistance que j'ai rencontrée vient en fait du peu de prise de conscience, là c'est plus sérieux, de la part des enseignants et des enseignantes. Alors, je ne veux pas essayer de stigmatiser mes collègues qui déjà, on leur dit de lutter contre la discrimination, contre le racisme, contre les différences sociales, contre plein de différences. Alors, leur dire en plus qu'ils renforcent les stéréotypes sexistes dans leur classe, c'est un peu difficile. Et quand on parle avec eux, d'ailleurs, ils sont prêts à dénoncer les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Et ils trouvent que c'est évidemment intolérable. Et c'est plutôt un public féministe, enfin, entre guillemets. Ils trouvent ça intolérable qu'il y ait des différences sur le marché du travail. Après, quand on parle des violences que l'on fait subir aux femmes, ils sont beaucoup moins à l'écoute et encore beaucoup plus méfiants. Mais alors, en ce qui concerne l'école, il n'y a aucune différence. Ils ne voient même pas où est le problème. Quoi du sexisme à l'école moi non, jamais entendu parler. Donc, eux jurent, si on les prend individuellement, ils jurent qu'ils ne font aucune différence entre garçons et filles, qu'il n'y a absolument pas de problème. Donc, non seulement ils réfutent l'idée, mais souvent ils n'entendent pas ce qu'on peut expliquer. Alors, je vais donner un exemple. C'est un collègue directeur d'une école maternelle, dans le 93, je ne me rappelle plus où, qui rentre dans une classe et il voit une des enseignantes qui a préparé toutes ces petites étiquettes avec les prénoms des enfants, moyenne section maternelle, les filles en rose et les prénoms des garçons en bleu. Alors c'était très propre, très joli. Et puis le directeur regarde ça et il dit « Ah non, bah, tu vois, la conversation qu'on a vue, tu vois, c'est pas possible, on ne peut pas enfermer comme ça avec des étiquettes bleues, des étiquettes roses. » Et il s'en va à sa réflexion et à sa solitude. Et puis une semaine plus tard, il repasse dans la même classe et elle dit « T'as vu, hein, je t'ai écouté ?» Et il regarde dans la classe et il y avait orange pour les garçons et vert... Non, orange pour les filles et vert pour les garçons. Et là, il s'est dit « Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu. » Et visiblement, ça ne passe pas. C'est quelque chose de très... Donc, je tiens à préciser à la décharge des enseignants que l'école, pourtant, est un lieu où il y a peut-être plus d'espace de liberté que quand ils regardent la télévision ou que dans leur famille. Hein, au moins, il y a plein de modèles différents. Normalement, ils devraient trouver quelque chose qui leur correspond ou quelque chose d'autre, en tout cas. Bien, et je voudrais dire aussi que si il se passe ça dans les écoles, c'est que les enseignants et les enseignantes n'ont jamais été formés sur le sujet. Il n'y a jamais eu de module obligatoire ou de formation à l'UFM, obligatoire bien sûr, sur la gestion de la mixité et l'éducation à l'égalité. Il n'en existe pas non plus, vous me direz, obligatoire sur le racisme, mais c'est une discrimination qui fait beaucoup plus l'unanimité parce que tout le monde reconnaît qu'elle existe. Hein. Et donc les modules sont plus nombreux et les étudiants en IUFM, ils vont beaucoup plus volontiers qu'un module sur le sexisme qui ne voit, enfin, ils ne pensent vraiment pas que cette différence peut exister, surtout au sein de l'école. Des exemples précis, évidemment, dans une carrière de chef d'établissement et de professeur avant, on en a plein, mais je dirais qu'il n'y a pas de... D'abord, je vais procéder par élimination en disant qu'il n'y a pas de résistance de l'institution, à proprement parler. Il y a un laisser-faire, il y a une espèce de passivité quand les choses ne sont pas faites, quand les textes ne sont pas appliqués, ou en tout cas pas suivis des faits. Mais il n'y a pas de résistance de l'institution sur cette égalité. En revanche, nous avons rencontré de fortes résistances familiales. Hein. Nous avons rencontré des résistances familiales. J'ai connu des filles qui ont dû quitter l'école à 16 ans pour aller travailler dans le magasin de leur famille. J'ai connu des filles qui voulaient aller vers des spécialités professionnelles industrielles et pour lesquelles les familles ont dit non.
Mais j'ai connu également, et je connais encore, des autorésistances, surtout des élèves eux-mêmes. Et c'est bien ça le plus grave. C'est-à-dire qu'elles souhaitent naturellement, entre guillemets, aller vers les filières littéraires ou artistiques, parfois, à la rigueur, vers les disciplines scientifiques, à condition que ça les conduise vers médecine ou vétérinaire. Et nous avons, de façon non négligeable, des jeunes filles titulaires d'un bac S qui postulent pour une hypocagne littéraire. J'ai dans mon lycée une classe de cagne exclusivement féminine. Il y a donc trois sortes de résistance. Enfin, il y a un laisser-faire de l'institution qui ne va pas voir, évidemment, comme ça a été dit, comment les choses se passent. Et les chefs d'établissement doivent, eux, avoir une politique volontariste. On a beau discuter souvent, et nous discutons énormément avec les familles, donc il y a de ce côté-là, même si nous développons un argumentaire absolument formidable sur les débouchés, les métiers, etc., on sent bien que dans les familles, dans certaines familles, ne généralisons pas, il y a une vraie réticence, parce que comment une fille s'est fait lettres-langues, art en gros, hein, et sinon, je vous ai dit tout à l'heure, médecine et véto. Donc, on est confronté presque quotidiennement, en fin d'année scolaire, à ces questions d'orientation. Nous ne sommes pas seuls, évidemment, nous sommes assistés des conseillers d'orientation, des professeurs principaux des classes, etc., pour essayer de faire triompher le talent, les aptitudes et les goûts sur un non-dit culturel au terme duquel une jeune fille est destinée à une carrière plus artistique et littéraire que scientifique. Ce sont des vraies résistances. Et ces résistances qui nous ennuient le plus, ce sont les résistances qui ne s'expriment pas. Parce que, comme vous le savez, peut-être, sûrement, le dernier mot revient aux familles et aux élèves dans leur choix d'orientation. Le dernier mot. Nous pouvons, évidemment, comme nous le faisons, développer des trésors de conviction, d'argumentation, de démonstration. Eh bien, le dernier mot leur revient. Alors, ne soyons pas complètement négatifs. Il y a eu une évolution considérable. Il y a eu une évolution considérable, évidemment. Mais, comme le disait tout à l'heure la collègue de Camissé, vers les sciences pures, nous avons encore du chemin à parcourir. Évidemment, il y a énormément d'exemples, même si certains ne sautent pas tout de suite aux yeux. Alors, je sais pas, enfin, je vais commencer par parler de l'orientation. Alors, la première chose, c'est que, effectivement, comme le rappelait Madame la proviseure, le dernier mot revient aux familles. Mais non seulement le dernier mot revient aux familles, mais souvent, en conseil de classe, on se contente de savoir quel est le mot de la famille, justement. Je m'explique. Un exemple très précis d'un dernier conseil de classe de seconde, élève brillante, vraiment brillante, qui avait dit qu'elle voulait aller en S au premier, au deuxième trimestre. Troisième trimestre, conseil de classe. Que demande l'élève? Première ES. Ah ben évidemment, elle peut y aller. Et puis, moi je me dis, c'est quand même bizarre, cette jeune fille, elle voulait absolument aller en S. Qu'est-ce qui se passe? Je discute avec elle. Fort heureusement, mon collègue de physique était convaincu aussi qu'elle était capable d'aller en S et qu'il est aussi convaincu qu'il faut convaincre les filles d'aller faire des études scientifiques. On est allé séparément la voir et discuter avec elle. En fait, c'était de l'autocensure. Elle avait peur, elle avait entendu beaucoup de choses se dire sur la classe de première S qui est difficile, etc. Elle s'est dit, je ne vais pas être à la hauteur, donc elle a demandé une première ES. Bon, c'est d'autant plus insidieux que on pourrait dire que c'est son choix et que finalement, on l'a un peu forcé. Enfin, je veux dire, des esprits mal intentionnés ou pas d'accord avec nos idées pourraient penser que on l'a influencé. Et si l'année prochaine, ça se passait pas bien, ben peut-être que ça serait la faute du prof de maths et du prof de physique qui l'ont envoyé en première S. Donc, la difficulté que nous avons, enseignants et enseignantes, c'est de savoir quelle est
les élèves vivent dans une société donnée avec des stéréotypes qui sont véhiculés tous azimuts par les adultes, par les jeunes, par la télévision, par les films, enfin vous le savez très bien. Et le modèle qui leur est proposé, c'est peut-être pas celui d'études scientifiques pour les filles. Alors quand elles font un choix, qu'est-ce que c'est que ce choix ? Quelle est leur liberté de faire tel ou tel choix? C'est une vraie question qu'on ne se pose que très peu souvent. Là, c'était flagrant. Je veux dire, il y avait 2 enseignants dans le conseil de classe qui étaient favorables à un passage en première S et les autres enseignants pas hostiles. Donc ça s'est bien passé. Et puis, elle était très bonne élève, donc ça sautait aux yeux. Donc, c'est pas toujours aussi évident de savoir quel est le vrai choix. Alors, j'ai vu qu'il y avait le petit papier, mais là, je vais tirer un petit peu. Autre résistance. À propos des internats. Alors, les internats, on a la région, par exemple, qui finance les établissements scolaires, et internat pour filles ou pas internat pour filles. Alors, un exemple très simple, l'Académie de Toulouse, il n'y a plus une seule place d'internat pour les filles qui vont en classe prépa. C'est-à-dire, où est-ce qu'elles vont se loger? Elles vont se loger, alors, soit dans un couvent, tenu par des bonnes sœurs. Non, mais ça peut être très bien d'aller faire des sciences dans un couvent, mais c'est aussi pas mal de faire des sciences avec les garçons qui font des sciences dans le même lycée que les garçons, avec l'accès aux mêmes facilités en termes de repas, en termes de bibliothèque, en termes d'échange d'idées et de débats de ce que sera la vie future. Donc, bon, il faut se poser des questions. On se lamente sur le fait qu'il n'y a que 25% de filles en classe prépa scientifique. Alors on nous sort toujours une statistique de 42%, toutes séries confondues, mais quand on regarde les scientifiques entre guillemets durs, on plafonne difficilement, mais vraiment très difficilement, avec les 25%. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Voilà, je crois que il y a plein d'autres choses à dire. L'une des résistances auxquelles on s'est trouvé heurté à l'Université de Versailles-Saint-Quentin avec la Convention Égalité des chances a trait au partenariat qu'on a souhaité mettre en place avec le rectorat de Versailles. Alors au début de la Convention, ça a très bien commencé. On a eu la chance de pouvoir intégrer à notre groupe de travail, je le disais tout à l'heure, une représentante du rectorat, une personne avec qui on a pu collaborer. Notre objectif était d'impulser l'accès aux connaissances et la prise de conscience auprès des collégiens, des lycéens et des enseignants du secondaire. Je disais, tout a bien démarré. Cette personne est venue à quasiment toutes les réunions de notre groupe de travail. Donc elle s'est déplacée à Saint-Quentin-en-Yvelines et on a réussi à élaborer ensemble un document, un dépliant en couleur de 4 pages qui a été diffusé à la plupart des lycées des Yvelines et des collèges, pardon. Ce document a donc bien circulé, mais c'est la seule chose qu'on a réussi à faire ensemble. Il se trouve que cette personne avec qui on a eu la chance de travailler, je parlais d'elle en disant une représentante du rectorat, mais en fait, elle n'était pas du tout représentative du rectorat. Lorsqu'elle a quitté son poste, il nous a été complètement impossible de continuer ce qu'on avait commencé. Le dossier n'a pas du tout été suivi par les personnes qui l'ont ensuite remplacé, ni par ses chefs ensuite. Et toutes nos tentatives de poursuite de travail ont avorté. Alors, on n'avait pas affaire nécessairement à des obstacles francs, hein. On n'avait pas affaire nécessairement à des mauvaises volontés, mais à une absence de bonne volonté. Voilà. On avait prévu la mise en place de modules, les modules dont Madame Lemoine parlait tout à l'heure, des modules de conférences destinés aux enseignants en formation. Donc, on avait le contenu qui était prêt, les intervenants. Mais comme l'information sur ces conférences, une fois que le contenu était prêt, comme l'information n'a pas été diffusée auprès des enseignants en formation, eh bien, ces conférences ont été annulées, tout simplement. En fait, on a eu quelques inscriptions, on a dû en avoir 2 ou 3, pas suffisant pour maintenir les modules. On s'est trouvé clairement confronté à une résistance passive. Hein. Je crois que ce terme, on en a beaucoup discuté avec Jacqueline.
c'est la résistance la plus forte qu'on a rencontrée, c'est une résistance passive. Donc un manque de bonne volonté, des fois quand même parfois une mauvaise volonté aussi, hein, mais je crois, voilà, juste, on s'est rendu compte que finalement ce qu'on avait réussi à mettre en place auparavant avec le rectorat ne tenait qu'à la volonté d'une seule personne. Et on était bien loin d'avoir l'institution derrière nous. De manière générale, cet exemple illustre l'ensemble des résistances auxquelles on a été heurtés. On a eu le même problème avec le conseil d'administration de l'université. On ne s'est pas trouvé face à des obstacles, hein, je vous l'ai dit, quand même, la convention a été inscrite dans le contrat quadriennal. C'est quand même déjà super bien. Mais on a été confronté à un manque d'engagement, une espèce d'attention molle, des résistances passives. Le manque de sensibilité de la présidente de l'université à la question de l'égalité des sexes en est une autre illustration. Elle n'a jamais mis d'obstacle à la mise en œuvre de la convention, elle l'a signée, mais elle n'a jamais participé non plus à sa mise en œuvre. Il nous a semblé que l'absence de la prise en compte de la convention sur l'agenda du conseil d'administration et notre absence physique au conseil d'administration était la preuve que la question de l'égalité des sexes ne représentait pas une priorité pour l'université. En fait, c'est un petit peu comme si, finalement, c'est un peu l'effet pervers de la signature de la Convention, c'est un petit peu comme si la Convention en elle-même et notre présence suffisait, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, suffisait à ce que on considère que l'université agissait dans le sens de l'égalité des sexes. Et comment expliquer ces résistances, même passives? C'est pas la raison. La première est très simple, c'est l'intériorisation des clichés sexistes d'une société patriarcale, qui est la première. C'est pas la moindre. Toute la société véhicule des stéréotypes sexistes, d'abord la famille, ensuite les médias, le monde du travail, etc., etc. Les enfants, aussi bien que les enseignants et les enseignantes, intériorisent ces stéréotypes et les reproduisent inconsciemment et avec bonne humeur. Donc l'école peut et doit faire avancer les choses, mais pour que les choses avancent, il faut contrer la société traditionnelle. Pour contrer la tradition, il faut être informé et critique, et avoir beaucoup d'énergie. Chaque enseignant sait combien il est difficile de lutter contre l'inertie. Et là, il ne s'agit pas seulement d'une classe, mais d'une société entière. Alors, que pouvons-nous faire dans les écoles? Essayer, déjà. C'est pas mal. Donc, je vais donner un exemple toujours très simple. Les coins-jeux. Il y a des coins-jeux dans les classes maternelles. Il y a des coins garage, et des coins poupées, des coins cuisine. Alors, ces coins sont bien investis par les élèves. Quand on les met en activité libre dedans, ils reproduisent. Et on voit très bien ce qu'ils reproduisent. Hein, c'est toujours les mêmes ou très peu qui prennent le fer à repasser, toujours les mêmes qui font la cuisine, il y en a même qui s'assoient à table et qui attendent qu'on les serve. Donc, ces coins-jeux pourraient être investis tout simplement. On peut dire, tiens, aujourd'hui, on va inverser les choses. Hein, alors c'est toi, et puis il faut parler. Alors je pense que même ces coins qui sont moi je les trouve horribles, hein, mais ces coins peuvent être investis d'une autre manière pour tout simplement éduquer les petits. Alors je dis pas que ça va changer le monde, mais il faut bien commencer par un bout, pourquoi pas par cela, et inverser les choses et faire en sorte qu'ils aient au moins l'esprit ouvert à d'autres schémas, d'autres modèles. C'est déjà quelque chose. La seconde raison, c'est le manque évident de volonté politique. Alors, je ne sais pas si c'est d'inertie politique, ou si c'est un manque de volonté, mais ça bloque. Alors, pour faire progresser les choses, ce qui serait bien, ça serait ne serait-ce que de rendre un module obligatoire sur la gestion de la mixité. Enfin, il me semble que pour des enseignants, ils n'y vont pas de leur propre gré. Quand on leur parle égalité des sexes, tout de suite, ça va pas parce qu'ils sont sûrs qu'eux, ils feront autre chose, qu'ils ne feront aucune différence. Donc ça peut pas marcher. Mais par contre, si on donne un vrai nom de matière, gestion de la mixité. C'est simple, c'est comme des maths, c'est transversal, et on dit même pas féminisme, on dit juste gestion de la mixité. Donc il n'y a pas à avoir peur. Hein. Donc si on rendait un modèle comme ça obligatoire, ça serait déjà bien, mais ça fait quand même 30 ans qu'on dit que la mixité, il y a un problème, et ça fait 30 ans que la mixité est un problème. Donc, ça n'avance pas. Ensuite, la dernière résistance, c'est effectivement les enseignants et les enseignantes, parce qu'ils ne sont pas formés. Donc,
Les enseignants du primaire sont le plus souvent des femmes qui ont choisi cette profession justement parce qu'elles sont des femmes aussi. Elles sont les premières victimes du stéréotype. Elles correspondent au stéréotype même de la femme qui essaye avec plus ou moins de bonheur de concilier travail et vie de famille. Ce qui n'est pas simple. Elles s'aperçoivent au bout d'un an que c'est pas si simple que ça, même quand on est enseignant, de concilier les deux, puisque ça demande beaucoup de travail quand même, en dehors de la classe. Et donc aujourd'hui, le modèle de la femme au foyer n'est plus de mise. Il faut absolument que la femme travaille. Il est presque inconvenant ou qu'elle n'ait d'autres activités que son foyer. Alors si on prend un modèle ultra stéréotypé de couple d'aujourd'hui, je vais faire un peu de provocation, elle choisit une activité qui assure en même temps que de la disponibilité un salaire sûr pour le foyer, bien que beaucoup moins élevé que celui de son mari, qui lui serait ingénieur en informatique, employé de banque ou patron d'une start-up. Il rentre à l'heure du dîner, mais il fait la vaisselle. Attention. Il faut dire que... Oui, à Paris, il n'y a pas la place des fois de mettre la machine à laver. Il faut dire que côté droit des femmes, les enseignants sont tout de même loin d'être les pires, bien au contraire. La plupart sont très heureux ainsi, n'ont pas l'intention de voir leur forme d'organisation remise en cause par une mouvance rescapée des années hippies qui s'appellerait féminisme et qui risquerait de mettre un tas d'équilibres psychiques et économiques à mal. Donc en conclusion, je dirais qu'il est très difficile pour des enseignants et des enseignantes de penser que leur classe est un lieu où il pourrait y avoir des pratiques discriminatoires, qu'il s'agisse du sexisme ou du racisme ou de toute autre forme de discrimination. Évidemment que les résistances sont culturelles et d'origine sociale, bien entendu, que l'image de la femme, même si elle travaille, tout en élevant ses enfants, en multipliant donc par 2, comme chacun sait, la journée de travail, est restée profondément la même. Il suffit qu'on se souvienne de la loi sur la parité. Combien de voix, y compris féministes, se sont élevées pour dire mais non, on est contre cette loi parce que on finira bien par s'apercevoir que les femmes sont aussi bonnes que les hommes et on laissera la place. Mais pas du tout, pas du tout. S'il n'y avait pas eu la loi sur la parité et que les partis politiques d'ailleurs ne respectent pas et préfèrent souvent payer l'amende plutôt que de respecter la parité vraiment. Je dis souvent. Bon. Donc il y a cette image, et cette image qui est véhiculée de façon culturelle. J'ajouterais aussi qu'il y a que peut-être ce combat-là, qui a disparu du combat politique ou quasiment disparu du combat politique, a été occulté par d'autres combats. On s'est battu contre d'autres choses, contre l'homophobie, etc. Et est-ce que les politiques n'ont pas été assez mobilisés pour mener tous les combats en même temps? C'est tout à fait possible. Et moi, je dirais très simplement et très rapidement qu'on manque, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue de l'institution scolaire, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, de mobilisation. Et cette absence de mobilisation est effectivement due au fait que ce sont des individualités, comme l'exemple de Saint-Quentin est extrêmement édifiant, ce sont des individualités, et quand ces individualités disparaissent, eh bien, disparaît avec eux le combat dans tel ou tel organisme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette question. Les enseignantes, effectivement, ils ne sont pas pires que le tout un chacun dans la société et ils ont intégré les stéréotypes ambiants, peut-être avec la difficulté supplémentaire qui était mise en avant sur le fait que pour certaines, c'est un choix d'évolution de carrière, de devenir enseignante quand on a plusieurs enfants ou au moment où on se marie, des reconversions. Donc ça vient à la rencontre de choix personnels et ça peut être vécu difficilement et c'est toujours difficile de se remettre en cause. Alors au niveau de l'éducation nationale, je ne pense pas qu'il y ait une volonté politique. Des exemples, quand on est chargé de mission dans les rectorats, c'est souvent des chargés de mission à mi-temps. C'est un mi-temps consacré à l'égalité filles-garçons. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. La convention, la fameuse convention dans laquelle tout est prévu, qui est merveilleuse, c'est vrai, je le dis sans ironie, mais quand elle est arrivée à échéance, la convention de 2000, on était en juin 2006. Il aurait fallu signer la nouvelle convention. Il a fallu attendre le 7 mars 2007, parce qu'on ne trouvait pas le moyen de la signer. Le 7 mars 2007, on signe, vous voyez, ils se sont rendus compte que le lendemain, c'était le 8, donc au secours, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Pas de pilote. Il y a une convention, mais il n'y a pas de pilote. Alors quand est-ce qu'il y a un pilote?
ou une pilote, eh ben, le 7 mars 2008, n'est-ce pas? Donc, effectivement, Madame la rectrice Marie-Jeanne Philippe a été nommée. Alors ça, c'était il y a quelques mois déjà, si je ne m'abuse. Mi-juin, on a enfin un représentant ou une représentante par ministère. On va enfin pouvoir faire les premières réunions du comité de pilotage de la Convention. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une énergie farouche qui soit mise en avant. Alors, il y a une inertie due au système, c'est clair. En tout cas, le message qui passe, vu de l'extérieur, c'est que c'est peut-être pas la priorité. Bon, à côté de ça, on entend il nous faut davantage de filles dans telle et telle filière. C'est pas contradictoire. On a les deux messages. Un répété, il nous faut davantage de filles dans les filières scientifiques, et comité de pilotage, on prend notre temps. J'étais mercredi dernier au ministère pour la remise des prix des Olympiades nationales de mathématiques. Lamentation de M. Nambrini, quelle catastrophe, nous n'avons pas de filles, assez de filles qui se présentent aux Olympiades. Donc je suis allée le remercier d'avoir fait cette intervention, et je lui dis, et qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, donc il y a les deux. Ah, il n'a pas répondu? Ah ben non, il n'a pas répondu. Donc on est toujours en plein paradoxe de messages contradictoires. Un message implicite, puisqu'il dit rien, c'est un message implicite, c'est pas important. Et de l'autre côté, lamentation officielle, oh mon Dieu, quelle horreur, il n'y a pas de filles qui font les Olympiades de mathématiques. Ah, c'est étonnant. Donc c'est la résistance passive. C'est le message que c'est pas très important. Or, on sait que, en tant qu'enseignant et enseignante, on sait que on est très souvent sollicité pour changer dans nos pratiques, pour changer les programmes, et on sait aussi les difficultés qu'il y a pour que ça se réalise sur le terrain, même s'il y a. Alors, ça me rappelle une discussion avec un conseiller de Monsieur Darcos sur le faut et il suffit, les conditions nécessaires et suffisantes. Lui étant un philosophe et moi mathématicienne. Donc, c'était intéressant comme discussion. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont nécessaires, mais qui n'assurent pas la réussite. Alors, donc, il est nécessaire que la volonté politique soit forte. Mais ça ne garantit, c'est pas suffisant, bien sûr. Mais si on n'assure pas le nécessaire, bah, c'est pas la peine de s'étonner de ce qui se passe sur le terrain. Nous, à l'UVSQ, on a réussi à signer la deuxième convention 2 mois avant la journée des femmes. Hein, donc, on a un petit peu mieux anticipé. Donc, effectivement, 2 conventions ont été signées, une en 2001, l'autre en 2005. Alors, dans le cadre de la première, je l'ai déjà suggéré, les résistances étaient de l'ordre des résistances passives, hein, donc un manque de bonne volonté qui avait tendance à se généraliser et à faire un peu mourir dans l'œuf toute tentative d'effort. On voit bien que même mise en œuvre à l'échelle d'une université, même quand elle fait intervenir une très grande diversité d'acteurs, même quand elle est intégrée dans le cadre quadriennal de l'établissement, la convention ne peut être effective et ne peut des résultats que si un certain nombre de personnes se battent vraiment, voire s'acharnent, hein, on peut le dire, pour que les choses avancent. Du coup, c'est vrai que le travail qu'on met en place pour appliquer cette convention s'apparente un peu à un engagement. Hein. Quand on relance certains acteurs pour faire des choses, on entend c'est encore les nanas du truc comme femmes. Hein, donc voilà. Alors qu'en réalité, c'est bon, on est peut-être des militantes à côté de ça, mais c'est pas un travail de militant. C'est un travail c'est un processus institutionnel, hein, qui est signé entre des acteurs institutionnels et qui est normalement assez structuré pour aller de soi. Mais bon, pour les raisons qu'on connaît et que vous avez très bien décrites, la question de l'égalité des sexes, même si elle est portée par des acteurs motivés, et même si, je tiens à le signaler, elle est portée par un budget colossal. On a eu, pour la première convention par an, on avait un budget de 80 000 € à l'échelle de l'université. Donc malgré ça, cette question de l'égalité des sexes s'apparente à une question politique de second ordre, donc non prioritaire.
Je vous le disais, pour certains acteurs, la signature de la convention, l'action de chargé de mission comme moi, ça suffit à donner à l'université le label d'établissement conforme et conscient de la question, alors qu'en réalité, on le sait, il en faut plus pour que l'égalité des sexes s'institutionnalise. C'est pour mettre en œuvre la seconde convention qu'on a rencontré l'obstacle le plus important, le plus fort, et là, pour le coup, l'explication est d'un autre ordre. Quelques mois après la signature de cette deuxième convention, donc en 2005, le Fonds social européen a décidé de stopper les versements et on a dû totalement abandonner le projet à l'université de Versailles-Saint-Quentin. En fait, Bruxelles a décidé de stopper les versements parce qu'il y a eu un problème de la part d'acteurs du secondaire qui ont pas rendu leur rapport budgétaire à temps. Donc tous les financements ont été stoppés. Enfin, en tout cas, c'est l'explication qu'on nous a apportée. Plus de fonds social européens, plus de conventions, donc plus d'argent. Et même si on avait envie de poursuivre dans notre élan, il a bien fallu qu'on arrête. Alors aujourd'hui, 3 ans après, on n'a même pas les moyens de mettre à jour le site internet qu'on avait lancé à l'époque, à moins évidemment de le faire bénévolement. Pourtant, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore des inégalités de sexe à l'université de Versailles-Saint-Quentin. D'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière, à l'occasion du 8 mars, donc la journée des femmes, il y a une exposition qui a été organisée, une série de conférences. Il n'a jamais été question des rapports sociaux de sexe lors de cette journée. Donc, malgré le travail qui a été fait dans le passé, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, la question des rapports sociaux de sexe ne se pose pas. Alors, mon regret, c'est qu'on avait réussi, au tout début de la mise en œuvre de cette deuxième convention, on avait réussi à impulser quelque chose d'assez positif, et pour le coup, qui avait vraiment beaucoup de bonne volonté, surtout de la part des étudiantes. On avait l'intention de monter un réseau de tutorat et on avait demandé à des étudiantes de master d'offrir en gros leur expérience, leur service à des jeunes étudiantes entrantes dans les filières de mathématiques et de physique. Elles étaient super motivées et le problème c'est qu'au moment où on a commencé à mettre en place le réseau, eh bien moi mon travail tous les jours était de récolter les justificatifs administratifs, de faire le bilan budgétaire de la convention. Donc du coup, j'avais plus de temps pour mettre en place ce réseau et ben voilà, en fait, toutes les bonnes volontés sont tombées à l'eau et on a vu peser l'ombre vraiment de la fin des financements avant que la fin des financements arrive. Donc on a été assez inefficace à la fin. Et évidemment, alors après, une fois que les financements étaient terminés, on avait quand même encore le fonds documentaire, on avait encore les bonnes volontés. Donc on aurait tout à fait pu continuer. On a d'ailleurs essayé de continuer quelques mois bénévolement, de poursuivre les actions. Mais bon, voilà, l'individualité, on en parlait tout à l'heure, ne suffit pas. Elle suffit pas à vivre, à financer sa thèse. Donc, au bout d'un moment, on a abandonné et nos bonnes volontés ne suffisaient plus. Voilà, je vous remercie. Je vais dire 2 mots pour conclure, parce que c'est très ambitieux, et puis de toute façon, Christian Baudelot le fera, lui, à la fin. Mais quand même, je voudrais souligner un certain nombre des choses qui ont été dites. D'abord, les paradoxes. C'est-à-dire à la fois, il y a dans le système scolaire plein de personnes qui sont prêtes à faire des choses, pleines de bonne volonté, même militantes, et qui font des choses, mais en même temps, très très souvent, elles se heurtent à des difficultés, à des obstacles. L'autre chose que je voudrais signaler aussi, là, c'est ce terme de résistance passive qui est revenu si souvent. Et c'est pour ça que je posais la question, qui résiste? Finalement, il y a quelque chose du système qui résiste. Il y a des individualités qui cherchent à faire des choses, de temps en temps des personnes qui mettent des bâtons dans les roues, mais c'est pas toujours facile de les nommer. Et pourtant, le système bureaucratique, on manque d'argent, ou alors on n'a pas la personne du rectorat qui pourrait aider, etc. Bon, on la change et ensuite la personne n'est plus sensibilisée. C'est-à-dire que finalement, on a une apparence de politique, mais en définitive, il n'y a que
des initiatives individuelles. Et comme le disait très très justement Fanny Forgeot, on ne peut pas faire une politique avec des initiatives individuelles. Bon, la chose que je voudrais dire aussi, parce qu'on en avait parlé avec Fanny, il y a une association d'étudiantes, je dirais d'étudiantes plutôt, mais d'étudiants aussi, qui s'était montée, qui s'appelait Clash. Cette association était une association qui voulait lutter contre le harcèlement sexuel à l'université, tant à l'adresse des personnels qu'à l'adresse des étudiantes, voire des étudiants. Bon. C'est pareil, on a la même chose, le même backlash, j'ai envie de dire, qui s'est passé à Saint-Quentin. C'est-à-dire, l'association s'est montée, elle a proposé des actions au ministère, le ministère a répondu en faisant une circulaire tout à fait pertinente, qui est allée dans les universités, qui s'est perdue dans les limbes des universités, un peu comme la Convention s'est perdue dans les limbes de tous les établissements scolaires. Et à part un certain nombre d'actions qui se sont faites au départ, après, c'est fini. Il n'y a plus rien. Alors que, justement, les problèmes continuent. Autrement dit, on est tout le temps dans des mouvements qui sont des efforts, des avancées et en même temps des reculs. Je voudrais beaucoup remercier nos intervenantes qui ont été d'une rigueur absolument exemplaire. On n'avait même plus besoin de regarder les secondes qui défilaient et tout ce qu'elles ont dit a l'air d'aller dans le même sens et d'être tout à fait intéressant. Alors, je crois maintenant, Nicole, que nous donnons la parole à ceux et celles qui veulent bien la prendre. Fournel, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est à Marie-Noëlle Lemoine. Je pense qu'il n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de module obligatoire dans les UFM pour la question de la mixité. Il y a un tiers des UFM qui ont des modules obligatoires sur la question d'égalité et de la mixité. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il n'est pas juste de dire que les enseignants préfèrent les modules contre le racisme que sur l'égalité. D'abord, ils n'ont pas le choix. Ce sont des modules obligatoires. Et en plus, les modules, il n'y a pas de module vraiment sur le racisme ou rarement. En revanche, il y a des modules sur histoire et sociologie de l'immigration, sur enseignement en banlieue. Enfin, selon les UFM, ça a des termes différents. Et ce ne sont pas les modules que les professeurs, quand ces modules-là ne sont pas obligatoires, choisissent le plus souvent. Je précise que je parle parce que j'ai été responsable de la Convention égalité pour la formation des enseignants dans les UFM de 2000 à 2006. Donc c'est un peu en connaissance de cause. Ma question, c'est à Madame Chauveau sur la question justement du nouveau décret qui met en œuvre des enseignements spécifiques sexués, disons, qui séparent filles et garçons. Et je voulais savoir, je crois que ça avait été à un moment donné une revendication, en tout cas c'est une des membres de l'association qui nous l'avait dit, de l'association Femmes et Mathématiques. Bon, c'est une question. Donc en tout cas, il y avait une représentante de l'association Femmes et Mathématiques qui était venue à l'UFM nous en parler en disant qu'à un moment donné, c'était une revendication de l'association pour un horaire très partiel, pour que les filles puissent justement approcher des machines desquelles elles étaient parfois exclues dans des cours de mathématiques. Donc je voulais savoir si vous avez mené une réflexion, si vous avez un bilan, si vous confirmez cette information, si vous avez un bilan de ces actions qui ont été menées, et est-ce que ce décret, donc ce nouveau décret qui vient de sortir, a quelque chose, enfin, a un lien avec ça ou pas ? Je ne voulais pas te mettre en porte-à-faux après tout ce que j'avais dit comme horreur sur l'éducation nationale, mais encore un paradoxe. Anne Rebérol est donc chargée de mission à l'égalité filles-garçons, femmes-hommes à l'éducation nationale. Elle n'apparaît absolument pas sur le site du ministère. Bon, mais c'est pas grave. Elle est là, présente, et c'est bien mieux. Alors, pour la mixité ou la non-mixité, alors, je pense qu'il y a il y a eu un moment où, avant la création de l'association Femmes et Mathématiques, a été énoncé clairement, entre autres par Huguette Delaveau,
que s'il y avait mixité des écoles normales, on était sûr de ce qui allait se passer, c'est-à-dire disparition d'une grande partie des femmes qui sont devenues après chercheuses en mathématiques. D'accord ? Quand ils rendent 3 ou 4 filles à Normal Sup en maths, ça fait pas beaucoup. Elles sont pas en nombre pour se réconforter, et c'est plus difficile pour elles de vivre leurs années DNS. Bon, alors que a priori, si l'explication était que ne sortent que les meilleures parce qu'elles sont en compétition avec les garçons, si elles sont les meilleures, elles devraient au contraire être plus performantes et réussir avec les mêmes critères que les critères des garçons. Bon, donc ce qui avait été demandé, c'était une non-mixité des écoles normales, de manière à ce que continue à être recruter un nombre non ridicule de femmes qui, après, avaient de grandes chances de faire de la recherche en mathématiques et y réussir pas si mal que ça, largement aussi bien que leurs homologues masculins. Ça, c'est vrai. C'était une demande de l'époque, des années 85. En ce qui nous concerne maintenant à l'association, à part peut-être quelques individus, il n'y a aucune demande de non-mixité, bien au contraire. Nous revendiquons de rester à la mixité et de la travailler de manière à ce qu'elle soit vécue dans de meilleures conditions. Mais c'est vrai que c'est une question, la question que vous me posez là, c'est une question qui nous est souvent posée parce qu'il y a cette idée que comme nous nous appelons femmes et mathématiques, on préférerait que les filles soient entre elles pour faire des mathématiques pour leur permettre d'en faire mieux. Avec cette idée-là. Mais là, on est formellement en contre. Alors, il y a peut-être individuellement 1 ou 2 personnes qui demanderaient le contraire. Mais en tant qu'association, enfin que celles de l'association qui sont présentes me confirment ou me contredisent si elles ont le sentiment contraire. Mais non, c'est vraiment quelque chose, on tient à la mixité, on peut travailler. Alors je ne sais pas si je suis la mieux placée, mais je tiens le micro, alors je le garde encore 1 minute. Alors, là, on peut faire appel aux travaux qui ont été faits sur la petite enfance, où on sait que les choses se mettent en place bien avant 3 ans. Donc, moi je dirais, mais je ne suis absolument pas spécialiste de la question, qu'il faudrait commencer avant. En tout cas, la perception d'être, par exemple, capable de faire des mathématiques ou pas, il y a des enfants plus petits que 3 ans et qui se prononcent là-dessus. Mais bon, pour les représentations, les stéréotypes, ils sont acquis, je pense, bien avant. Des enfants, on y avait eu toute une étude et on sait que les bébés garçons ne sont même pas pris dans les bras de la même manière que les bébés filles, et cela depuis la maternité. Donc l'éducation, elle commence par les parents au début. On ne peut pas aller à la maternité et leur dire « Ah, non, faites autrement ». Donc, et c'est pas, il faut quand même que les enfants, en psychologie, il faut quand même que les enfants aient une identité sexuée pour être aussi bien dans leur peau. Donc après, il ne faut pas que cette éducation, que cette identité sexuelle découle de la discrimination et des inégalités, c'est ça. Et à ça, on peut commencer à 3 ans, effectivement, quand ils arrivent à l'école maternelle, au moins les ouvrir après à d'autres images, à d'autres façons de faire que ce qu'ils ont à la maison. Mais après, c'est très difficile de... Avant 3 ans et avant qu'ils arrivent à l'école, on ne peut pas... Il faut éduquer des enfants pour qu'ils aient des enfants et qu'ils donnent une autre éducation à leurs enfants. Un mot sur cette question, pour rappeler effectivement ce que disait Marie-Noëlle Lemoine, mais on a des observations maintenant sur les crèches, où on voit justement les discriminations qui se font dans la manière dont les personnels des crèches traitent les petits garçons et les petites filles. Et ça me permet de rebondir sur l'autre question. C'est vrai que un des problèmes, c'est la difficulté de savoir comment on doit traiter un petit garçon sans le brimer, mais sans supporter qu'immédiatement il s'affirme comme dominant. Parce que dès la crèche,
Les petits garçons, on a des très jolies observations là-dessus, en particulier des observations genevoises. Dès la crèche, les petits garçons s'affirment comme dominants. C'est complexe, hein, la façon dont c'est fait, mais en fait, ça existe déjà. Donc, c'est vrai que c'est dès la naissance que l'éducation à l'égalité des sexes doit se faire. La question des garçons, des hommes, dans le cadre de l'une de nos enquêtes, on s'est posé la question de pourquoi les garçons s'orientaient dans des filières à dominante féminine, parce qu'elles sont à dominante féminine, mais il y a quand même quelques hommes. Et donc, on a distingué, alors c'est une enquête qualitative, hein, donc je vais parler de profils, mais bon, on n'avait pas un échantillon énorme, mais on a distingué 3 profils des jeunes hommes qui reprenaient leurs études, donc qui avaient auparavant fait des études type ingénieur, qui avaient commencé à travailler, etc., qui ont repris leurs études pour se faire plaisir dans des filières type sciences humaines, langues, etc. Ensuite, un autre profil où là, la motivation était plutôt d'ordre idéologique, donc souvent des jeunes militants qui voulaient faire de la sociologie pour appuyer leurs revendications, etc. Et un troisième profil, et qui était minoritaire, mais qui était quand même présent, qui était lié au fait qu'il y avait justement plein de filles, donc c'était un bon moyen d'allier études et plaisir. Voilà. Alors... Ce qui est assez intéressant, c'est quand on compare avec les profils des filles et des jeunes femmes qui s'orientent dans des filières masculines. Alors, les jeunes filles auront tendance à ne pas faire de ce choix une source de valorisation. Elles le vivent en général, donc elles sont dans des filières comme MIAS, MAS, ça a peut-être changé de nom maintenant, mais bon, en gros, informatique appliquée aux mathématiques, etc. Elles le vivent un peu dans la douleur. Mathématiques appliquées à l'informatique, pardon. Elles le vivent plutôt dans la douleur. Souvent, c'est lié à une injonction familiale, etc. Et elles ont une position très, très humble. Elles se vantent pas d'avoir fait un choix d'études plutôt valorisantes. À l'inverse, les garçons et les jeunes hommes qui choisissent ces orientations s'en vantent. Et en fait, au lieu de dénaturaliser les filières type sciences humaines, langue, etc. Au contraire, ils ont tendance à renforcer les stéréotypes et dire voilà, c'est des filières de femmes parce que les femmes ont telle et telle qualité, etc. Mais moi, en plus d'avoir des qualités d'hommes, j'ai aussi des qualités de femmes. Donc voilà, ils ont tendance à valoriser leur parcours et à faire de ce choix de filière, pourtant d'habitude un peu dévalorisé, un choix valorisant. C'est assez intéressant cette comparaison. Voilà, mais on s'intéresse beaucoup aux garçons. Hein. C'est très très intéressant aussi. Hein. La première intervention militante et passionnée et intéressante, et dire qu'effectivement, il n'y a pas de combat mené sans tension. Il est sûr que quand on est dans un politiquement correct, un peu ventre mou, on n'avance pas grand-chose. Moi, j'ai évoqué en début de réunion le combat qui a été le nôtre pour la loi de 2004 contre les signes ostensibles à l'école. Ça s'est fait dans une tension positive, parce que ça a été un débat extraordinaire. Il fallait réfléchir sans stigmatiser, il fallait expliquer entre des filles qui disaient c'est mon choix et d'expliquer que non, etc., etc. Enfin, je ne redéveloppe pas tout ce qui a été fait entre 2000 et 2004. Et c'était une extrême tension, mais une tension positive, absolument. Et je pense que pour qu'il y ait un choix politique militant, il faut de nouveau qu'il y ait des gens qui s'expriment d'une façon forte, sans quoi nous serons là l'année prochaine avec la même question au même endroit. Les évaluations sont dans notre système assez peu courantes. Et c'est un euphémisme que de dire cela. C'est-à-dire que nous ne manquons pas d'expérimentation, mais nous ne les évaluons pas. Et nous voyons souvent disparaître des expérimentations qui n'ont pas été évaluées et des choses qui ont bien marché. Alors, à notre connaissance, au jour d'aujourd'hui, chez les chefs d'établissement, il n'y a pas d'évaluation de ces conventions. Nous n'avons lu aucun rapport de l'inspection générale, ni aucune circulaire concernant ces évaluations. Mais franchement, on évalue peu les réformes et les conventions. Sujet, pour dédouaner un peu mon institution, bien sûr, c'est que lorsque nos rectorats nous demandent des informations chiffrées et objectives, il est extrêmement désagréable de lire ensuite des palmarès dans la presse hebdomadaire.
des établissements classés 1 pour leur violence, 1, 2 pour ceci, pour cela. C'est la raison pour laquelle les dernières expériences qui ont été faites sur le fameux logiciel Signa, faites entrer dans ce logiciel combien de violences, combien d'insultes, combien de coups, combien de ceci, combien de cela. On a eu la surprise quand même, quelques mois plus tard, de voir un palmarès dans Le Point, ce qui nous a quand même considérablement choqués, d'autant que tout le monde ne répondant pas, se sont trouvés stigmatisés les bons élèves de la classe qui consciencieusement remplissaient leurs incidents. Tout à l'heure, donc c'était des fonds européens pour le FSE pour avoir ces fonds chaque année. Nous devions faire des rapports, précisant tout ce qui avait été fait, non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Et à la fin de la première convention, convention qui avait été prolongée, donc 2000-2006, il y a eu un rapport général sur l'ensemble de l'activité. Alors évidemment, c'est passé par les services du ministère de l'Éducation nationale et puis ensuite c'est allé à l'Europe. Mais il n'y a pas eu de retour. J'ai vraiment le souvenir d'avoir passé énormément de temps à remplir des grilles d'évaluation. C'est un travail très très laborieux, parfois dont on ne savait pas vraiment où il pouvait nous amener. Et la grande frustration, c'est qu'on n'a pas eu de retour de ces rapports. On ne sait pas ce que ça a donné pour les autres universités. Alors on se demande entre nous, on se demandait entre chargés de mission, c'est comment pour vous, etc. Mais on n'a pas eu de rapport collectif et c'est fort dommage. Un mot pour répondre à la question qui avait été posée, c'est une chose que j'ai évoquée dans mon introduction. On a maintenant un certain nombre de travaux sur ce qui se passe dans les établissements, en particulier professionnels, mais aussi technologiques, dans les filles qui font les choix qui à un temps s'appelaient non traditionnels. Mais on pourrait dire la même chose en informatique, puisque j'ai eu une thèse là-dessus. C'est que ce qui est complètement dénié, mais qui apparaît à partir du moment où on fait des enquêtes qualitatives, on a publié ça dans Travail, Genre et Société, c'est que le harcèlement des filles dans ces sections est extrêmement violent. Et que vraiment, pour que des filles arrivent à survivre, simplement survivre dans ces sections, beaucoup se redirigent vers d'autres sections, mais quand elles survivent, c'est des filles qui ont vraiment... que j'admire beaucoup, moi, parce qu'elles ont une très très forte personnalité, elles arrivent à s'imposer, mais ça suppose toute une stratégie extrêmement complexe, dont la première d'ailleurs est de dénier les difficultés. Et il faut vraiment faire des entretiens approfondis pour que ces difficultés apparaissent. Premier discours, dans les 5 premières minutes, moi j'ai pas de problème, ça va très bien. Bon. Et puis quand on continue, alors là on voit surgir les problèmes et ils sont vraiment, vraiment énormes. Les violences, le harcèlement, les plaisanteries, le sexisme et toi t'as pas ta place ici, etc., etc. Toi c'est toi qui vas nettoyer parce que les femmes ça nettoie. Enfin, bon, je pourrais comme ça en citer des tas. C'est pas du tout géré ni par les enseignants. Non, soyons justes, par la plupart des enseignants et par la plupart des chefs d'établissement. Revenir sur une petite contradiction qui apparaissait des interventions. Quelqu'une a dit il n'y a pas de résistance des élèves et une autre a dit les filles parfois sont pas du tout d'accord. Alors je crois qu'en fait il n'y a pas de contradiction, c'est un problème d'âge. Enfin d'après mon expérience, je sais que les petits, notamment moi j'ai fait ça en 6e dans le cadre de l'éducation civique, en général, ils n'ont pas de problème, effectivement, ils sont même ravis de discuter de ça, de faire des enquêtes chez eux. Bon, les familles sont peut-être pas ravis, mais eux, ils sont ravis quand ils reviennent avec leurs statistiques. En revanche, c'est beaucoup trop tard de poser ces questions en 3e, c'est-à-dire au moment de l'orientation. Les esprits sont les identités sexuées, en plus on est en pleine puberté, et il y a là un refus des filles comme des garçons s'ils n'ont pas été préparés avant, vraiment d'aborder ces questions de manière tranquille. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut effectivement faire connaître, sortir du flou, il faut faire connaître là où ça bloque, là où les enseignants, là je passe aux enseignants, produisent de la discrimination. Moi j'ai beaucoup de souvenirs de conseils de classe où les garçons à 9,5 étaient repêchés pour passer en classe
classe S, alors que les filles à 12, on leur disait vous n'y arriverez pas. Donc là, je crois qu'il y a des enquêtes qui ont été menées là-dessus. Je crois qu'il faut vraiment faire connaître pas simplement les choses un peu imperceptibles, mais il y a vraiment des choses perceptibles qu'il faut faire sortir. Troisième chose, pourquoi pas les maths, ça doit être très bien, mais pourquoi faudrait-il être bon en maths? Je crois qu'il faut aussi identifier le fait que les garçons ont le droit de faire de la littérature. C'est un problème d'image là qu'on a. Il devrait y exister une association garçons et littérature comme femmes et mathématiques. Et en tout cas, il faudrait identifier la dévalorisation depuis au moins 20 ans, peut-être plus, des filières littéraires comme un acte sexiste dans l'université et dans le secondaire, qui a évidemment complètement qui crée des problèmes énormes pour les gens parce qu'on est maths n'égale pas brillant, brillant n'égale pas bon en maths. On peut être brillant en étant un littéraire. Et ensuite, on a des problèmes d'effondrement des filières littéraires à l'université, parce que les gens qui vont là, ça a été considéré comme une orientation poubelle. Et y compris pour les gens, c'est très compliqué pour ceux qui aiment vraiment, pour ceux qui ont vraiment des dons. C'est compliqué quand on les brillants en lettres, qu'on a obligés à faire des maths pendant 4 ans, qui donc ont perdu leur temps. C'est un temps qui ne sera jamais récupéré. Quatrième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut identifier, que personne ne l'a dit, peut-être ça sera pour la prochaine table ronde. Je crois que l'école est le cœur du dispositif à la fois qui était fait pour faire de l'égalité, mais qui aujourd'hui est fait pour, d'une certaine manière, masquer les inégalités. Il y a, ça c'est d'ailleurs à mettre, c'est-à-dire à la fois qui nie qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. On est dans l'école républicaine, c'est fait pour faire de l'égalité. Il n'y a pas de problème. Et en même temps, qui l'organise, qui la reproduit. Et moi personnellement, je mettrais ça en relation beaucoup, parce que j'y suis sensible, avec les programmes, avec l'enseignement de l'histoire, où on voit bien rapport après rapport qu'il n'y a pas de femmes dans l'histoire. Il n'y a que les hommes qui font l'histoire. Donc il y a du sens qui est généré par là. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que il y a quelques années, j'avais fait une enquête, enfin pas une enquête, une petite recherche pour moi-même sur la haute fonction publique. La haute fonction publique, dans la haute fonction publique, celle qui est spécialisée dans l'enseignement et la recherche, c'était la moins féminisée. Il y a quelques années, elle était à 7% de femmes. Donc ça veut bien dire qui décide, c'est ces 93% d'hommes. Alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, peut-être je pourrais avoir une réponse là-dessus, mais en tout cas, il est clair que tant qu'on ne désigne pas l'inégalité parmi les gens qui, au plus haut niveau, décident, alors on a ce ventre mou, mais oui, comme c'est problématique, mais oh là là, c'est terrible, il n'y a pas de filles, etc., et qui est suivi par rien. En ce qui concerne la filière L, alors c'est vrai qu'elle est en déclin, c'est vrai que tout le monde en est attristé, je ne sais pas si ça a été programmé, en tout cas il y a un rapport qui a été fait par un certain nombre d'inspecteurs sur le déclin de la série L, mais la réponse institutionnelle qui devrait arriver, je pense, à la mi-juillet, c'est la filière L est dévalorisée, c'est la filière S qui l'écrase, donc supprimons les filières. D'accord ? Bon, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais c'est ce qu'on entend, et dans des interviews un peu succinctes qui sont rapportées par la presse. Donc c'est comme pour la mixité pose des problèmes, supprimons la mixité. Je crois que j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle en lisant tout ce j'ai pu lire et entendre à la télé ou à la radio, des interviews, mais c'est toujours très rapide et je ne sais pas de quoi sera fait le lycée de demain. En tout cas, c'est pas parce que j'ai parlé de mathématiques que je dénigre les lettres, loin de moi, pareille idée. Et pour dire qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve confronté à des choix d'orientation de garçons ou de filles vers des séries littéraires et avec des parents qui ne sont pas d'accord, on essaye de discuter et de les convaincre qu'il vaut mieux un choix de l'élève positif vers une filière littéraire que 3 ans vécus à reculons et douloureux, que
et puis ça débouche sur une meilleure orientation et des choix positifs. Bon, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis tout à fait claire, mais après il y a tout le poids là aussi des stéréotypes sur l'excellence de la filière S. Alors quand on va dans les établissements scolaires, puisque les associations Femmes et Maths, Femmes et Sciences et Femmes Ingénieurs, on va dans les établissements scolaires pour témoigner de parcours de femmes qui ont fait des sciences et qui s'en sont bien sorties finalement et qui ont pu gérer vie familiale et vie professionnelle, etc. Quand on va dans les établissements scolaires, on se trouve confronté, enfin le mot est mal choisi, on se trouve en face de jeunes qui n'ont pas envie d'entendre ce discours. Et là aussi, on leur dit, bon, nous, on vient, parce que en tant que scientifique, on vient vous expliquer qu'on peut faire des carrières très intéressantes et vivre une vie normale et qu'on n'est pas des huluberlus absolument repliés sur eux-mêmes et n'ayant pas de vie personnelle. Mais on comprend tout à fait qu'ils le vivent comme un rejet supplémentaire et en général ils le vivent mal d'ailleurs. Ils sont très agités, enfin, et il faut discuter avec eux et leur dire que c'est pas parce qu'on vient vanter les métiers scientifiques qu'il n'y a pas de place pour des études littéraires ou des études, enfin une filière ES, mais c'est difficile parce qu'il y a cette pression de la société valorisant à l'excès la filière scientifique. Et ça ne fait de bien, ça ne lui fait pas du bien.